Bonjour à toutes et à tous, soyez les et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre hebdo. On commence avec l'actualité marquante de la semaine, le calendrier du déconfinement dévoilé par Emmanuel Macron dans la presse dès jeudi. Il se divise en 4 étapes. Première phase ce lundi avec la levée des restrictions de déplacement. Les commerces restent cependant fermés et le couvre-feu reste en vigueur à 19h. On fait le point sur les autres annonces du gouvernement avec Samuel Grasset qui était sur ce plateau jeudi à 18h. Le 19 mai, exactement à cette date, le couvre-feu passera de 19h à 21h. Les commerces dits non essentiels pourront rouvrir avec des jauges imposées. Les terrasses des bars et des restaurants seront de nouveau accessibles avec des tables limitées à 6 personnes. Les lieux culturels, c'est-à-dire les musées, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle pourront rouvrir avec un public obligatoirement assis et une jauge, pas plus de 800 personnes en intérieur, 1000 en extérieur. Et puis concernant le sport, le public pourra faire son retour en tant que spectateur dans les enceintes sportives. Alors après cette deuxième étape, une vingtaine de jours plus tard, c'est donc la troisième étape. Ce sera le 9 juin. Le couvre-feu passera à 23h. Les cafés et les restaurants pourront de nouveau accueillir des clients en intérieur avec des tables limitées toujours à 6 personnes. Réouverture des salles de sport avec un protocole adapté. Et puis possibilité d'organiser des événements culturels, sportifs, des foires, des salons jusqu'à 5000 personnes. Mais leur accès sera conditionné à un pass sanitaire, c'est-à-dire être vacciné ou avoir un test négatif. Et enfin, donc une nouvelle fois, une vingtaine de jours plus tard, dernière étape. Le 30 juin, fin du couvre-feu, fin également des limites de jauge pour les lieux recevant du public. Les discothèques, elles, resteront toujours fermées. Et puis je précise que ce calendrier pourrait être revu en fonction de l'évolution sanitaire dans un département. Si le taux d'incidence dépasse 400 cas pour 100 000 habitants, si ce taux augmente rapidement et s'il existe un risque de saturation des services de réanimation. Et vous pouvez retrouver le détail de toutes ces étapes sur notre site internet, rubrique complément info. Et si le contexte sanitaire le permet, à partir du 19 mai, tous les commerces actuellement fermés au public pourront rouvrir leurs portes selon un protocole et une jauge. Écoutez la réaction de Charles Join, le directeur du centre commercial Ilium au Sables d'Olonne. On a une date de réouverture. Alors beaucoup de commerces auraient aimé réouvrir avant l'ascension. Les fédérations de commerçants avaient trouvé une position commune pour demander une réouverture le 10. Ce sera le 19, le mercredi 19. On est très content pour eux qu'ils puissent rouvrir à cette date et qu'ils aient une visibilité puisqu'ils doivent l'organiser, remettre leur magasin en état. On a fermé le 30 janvier, on était en plein hiver et on va rouvrir le 19 mai. Ce sera déjà quasiment l'été. Et le 19 mai devrait également marquer le retour des clients en terrasse pour les cafés, bars et restaurants. Seules les tables de 6 personnes maximum seront autorisées. L'intérieur de ces établissements pourrait accueillir du public à partir du 9 juin, toujours avec 6 personnes par table. Pour Tarek Tarouche, le président départemental de l'Union des métiers de l'hôtellerie, le secteur va reprendre, mais à perte. Il espère ainsi une continuité et des aides de l'État pour compenser. On est satisfait du fait de prononcer un calendrier, mais on sait très bien que la vraie ouverture se fera que fin juin. Fin juin, on sera rentable. Là, aujourd'hui, avec les terrasses représentent à peine 30% d'un chiffre d'affaires pour ceux qui ont une belle terrasse. Tout le monde n'en a pas une. Et en même temps, avec 30%, donc j'espère que l'État va continuer à nous soutenir, parce que c'est intenable. Après 6 mois de fermeture depuis le deuxième confinement en novembre dernier, les musées, cinémas et théâtres s'apprêtent également à retrouver leur public à partir de ce 19 mai. Dans les salles de cinéma, le curseur est placé à 35% de la capacité d'accueil maximale. Pour Mathias Tribalo, devenu récemment le nouveau directeur du cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon, cette date de reprise va permettre à toute une industrie de redémarrer. En gros, c'est une séparation de 2 sièges entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. C'est-à-dire que si les spectateurs viennent en couple ou en famille, ils peuvent bien sûr se mettre côte à côte. On a le couvre-feu qui est maintenu, ça c'est un peu dur pour nous, le 21h. On espérait quand même, et d'ailleurs notre fédération travaille encore dans ce sens-là, pour qu'en fait il y ait un horodotage avec le ticket. C'est-à-dire qu'en gros les gens, ça se fait en Guyane actuellement, les gens viennent en fait à la séance de 20h30 et sont autorisés à retourner chez eux après la séance. Et à partir du 9 juin, donc on sera à 65-66%. Et normalement avec un couvre-feu à 23h, donc ce qui nous permet déjà de retravailler presque normalement.
Des réouvertures et des perspectives de reprise pour de nombreux professionnels rendues possibles par l'amélioration générale de la situation sanitaire en France, selon le gouvernement. Mais dans les Pays de la Loire, les données épidémiologiques restent élevées. Un contexte fragile malgré quelques signes encourageants. Selon l'ARS, écoutez l'analyse de Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS Pays de la Loire. Finalement, on est quand même dans une décrue aujourd'hui qui est bien plus lente au fond que les 2 et 3e vagues. Il y a très certainement effectivement la présence des variants qui, en raison de leur virulence et de leur contagiosité, ont très certainement un facteur déterminant. Nous ne pouvons pas encore crier victoire. Et puisque l'on parle de cette épidémie de Covid-19 depuis mars 2020, le sujet accapare l'espace médiatique et alimente de nombreuses conversations au quotidien. Masques, couvre-feu, confinement, déconfinement ou encore vaccination, autant de sujets qui peuvent parfois exacerber certaines tensions au sein du cercle familial, mais aussi entre amis ou collègues de travail. Alix Lanos s'est intéressé à ce sujet, reportage. Sortir prendre l'air ou rester chez soi, se voir en plus ou moins petit comité, tandis que certains respectent scrupuleusement les mesures sanitaires, d'autres s'arrangent un peu avec les règles. Je suis étudiante, donc forcément, on est amené à se voir entre nous avec les amis. Les parents ne sont pas forcément d'accord, et puis, mais bon, on fait avec. Je ne sors pratiquement pas, à part qu'est-ce que je vois mes enfants, point barre. Une situation qui peut parfois créer des tensions au sein de la famille ou entre amis. Il est arrivé qu'on ne soit pas forcément d'accord. Moi je sais que je vis aussi pas mal avec mes grands-parents, donc on a des générations d'écart. Le fait qu'on ne sait pas si tout le monde respecte bien les gestes barrières, donc ça peut créer des petites tensions si jamais il y a le Covid par-ci, le cas contact par-là, et c'est là où après derrière ça joue, ça crée des conflits. On n'est pas tout le temps d'accord sur la façon de faire. Sur quoi par exemple ? Le lavage des mains déjà. Le gel hydroalcoolique, le masque, tout ça c'est vrai que... Ou les bisous, les embrassades, les câlins, il y en a, ils veulent quoi. Pour certains psychologues, rien de très surprenant. Le climat anxiogène et les frustrations quotidiennes nourrissent des peurs contre lesquelles chacun réagit avec ses propres armes. C'est juste qu'on ne va pas se défendre de la même façon face à nos angoisses. Et l'angoisse fondamentale, là, c'est l'angoisse de mort. Alors, il y a des gens qui vont être dans un déni total de la réalité. C'est-à-dire que finalement, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas eu tant de morts, c'est pas pire que la grippe. D'autres qui vont rationaliser. Alors, c'est là qu'on voit apparaître aussi les thèses un peu complotistes, parce que c'est aussi un moyen de rationaliser ce qui nous semble un peu abstrait. Et avec la place qu'occupe la pandémie dans les conversations, difficile d'y échapper. Alors, pour s'entendre, chacun doit faire un pas vers l'autre. Il faut accepter que l'autre n'est pas construit de la même façon, de voir que ce qui est nécessaire à mon voisin, c'est qu'il puisse sortir, retrouver ses amis, boire une bière en terrasse, et que ça, c'est essentiel pour lui à son équilibre mental. Bon, il faut qu'on soit capable de s'écouter et de se comprendre. Une écoute et une tolérance qui devront plus que jamais s'appliquer au moment du déconfinement. En économie, selon un récent sondage publié par Opinionway au début du mois de mars, les Français ont pris goût au bricolage. 30% de la population se serait ainsi mise à bricoler lors des différents confinements. En Vendée, ce constat semble se confirmer. Les grandes enseignes ne connaissent pas la crise après une année 2020 où le secteur a su s'adapter pour continuer à répondre à la demande. Explication, Pierre Dalicieux. Dans les allées de ce magasin de bricolage, les clients ne cessent d'affluer et cela dure depuis 1 an. Avec les fermetures des commerces, en mars 2020, la crise sanitaire a d'abord inquiété les professionnels de ce secteur, avant de les surprendre par un regain d'activité qui, aujourd'hui encore, n'a pas cessé. On a connu une année 2020 assez atypique, avec un premier confinement, effectivement, où il nous a fallu faire preuve un petit peu d'agilité, et où notamment toutes les ventes en drive se sont développées. Une activité ensuite très forte à l'issue du premier confinement, avec un été effectivement mémorable. Et puis tout au long de l'année effectivement 2020, le secteur du bricolage fait partie de ces secteurs qui ont réellement tiré leur épingle du jeu, quoi. Un secteur d'activité comme tout ou presque ce qui concerne de près ou de loin l'aménagement intérieur ou extérieur des maisons en excellente santé, malgré ses rayons fermés, bâchés même depuis peu.
Ce sont des produits que nous vendons qui sont dits non essentiels et les préconisations effectivement de l'État font qu'aujourd'hui nous bâchons ces rayons de manière à ce que les clients ne soient pas incités à acheter effectivement ce type de produit. Des produits qui se vendent malgré tout mais en ligne, car avec la crise, le drive est arrivé en force dans cette enseigne qui n'en proposait que très peu avant. Aujourd'hui, c'est une activité à part entière du magasin. C'était une activité qui effectivement était en développement chez Brico Dépôt et c'est aujourd'hui devenu une activité majeure puisque aujourd'hui on va dire que le nombre de drives a multiplié par 4 ou par 5 par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant le confinement. Un secteur qui recrute aussi car avec les ventes qui progressent, le besoin en main-d'œuvre est grandissant. Une main-d'œuvre comme dans beaucoup d'autres secteurs, très difficile à trouver en Vendée. Au chapitre emploi, les chiffres du chômage au premier trimestre 2021. En catégorie A, la Vendée compte 28 050 personnes sans activité. C'est 600 personnes de moins qu'au dernier trimestre 2020, soit une baisse de 2,1% depuis le début de l'année. En revanche, en comparaison à la situation d'il y a un an, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 3,5%. Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité ce vendredi, APF France Handicap a organisé toute la semaine dans le département des actions pour sensibiliser aux problématiques d'accès au logement, d'accès au commerce, d'accès à la santé ou encore de l'accès au transport. Pour l'occasion, il existe encore trop d'inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales en Vendée. À La Roche-sur-Yon et à l'agglomération, on a cette chance que les transports en commun soient accessibles, on dira pas à 100%, mais à 99%. Et donc c'est quand même un plus par rapport à beaucoup de communes. Mais si nous prenons par exemple les transports dits régionaux, dans les petites communes, rares sont les transports qui sont, enfin tout au moins les quais adaptés, les cartes de transport ne sont pas non plus adaptées. On termine cet hebdo avec les conséquences de la météo sur l'agriculture vendéenne. Les précipitations se sont faites rares ces dernières semaines. Les sols agricoles souffrent de la sécheresse. Certains éleveurs ont ainsi demandé à la préfecture de récolter les parcelles en jachère par crainte d'un manque de fourrage cet hiver. Les agriculteurs pourraient ainsi se retrouver face à une hausse des prix du foin, une problématique récurrente en Vendée ces dernières années. Les précisions d'Alexia Janet. C'était impossible de rentrer les charrues. Le constat est rude pour les agriculteurs. La sécheresse de printemps a durci les sols au point que cet éleveur a dû irriguer cette parcelle avant de pouvoir labourer. Cette parcelle, j'ai récolté 30% de l'herbe normalement. J'ai fait que 5 bottes d'enrubanage à l'hectare. Et pour arriver à labourer, impossible de rentrer les charrues. J'ai mis 30 mm d'eau. C'est la première fois que ça m'arrive en 40 ans. Une sécheresse qui arrive prématurément. C'est pourquoi le syndicat départemental Coordination Rurale demande à récolter exceptionnellement les jachères, des terres habituellement mises au repos afin de ne pas épuiser les sols. Exploiter ces terres dès maintenant, c'est s'assurer un fourrage suffisant pour les bêtes cet hiver. Si la sécheresse continue, systématiquement on va demander de nous les faucher. Mais on va les faucher au mois de juillet, il n'y aura presque plus rien, tout sera asséché. Là, si on les fauche aujourd'hui, on aura toujours récupéré un peu de fourrage. Autrement, ça va quand même diminuer un petit peu le prix du foin et ça va permettre d'augmenter un petit peu l'autonomie alimentaire de certains éleveurs. Il faut éviter que les prix des fourrages flambent. Pour que les éleveurs ils ont le maximum d'autonomie fourragère, il faut perdre le minimum de fourrage. Une mesure qui peut être évitée s'il pleut suffisamment ces prochaines semaines, mais cet éleveur reste sceptique. Il faut absolument qu'il pleuve au moins 100 à 150 mm dans les 2 mois qui viennent, mai et juin. C'est une parcelle qui va faire peut-être 20 ou 30% du rendement normal, c'est-à-dire 15, 20, voire 30 quintaux, au lieu d'en faire 70, 80. Voilà, donc c'est une catastrophe dans cette parcelle. Pour ne plus manquer d'eau, certains proposent de la stocker en hiver. Les exploitants agricoles devront s'habituer à ces conditions climatiques, plus difficiles d'année en année. Et c'est la fin de cette hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi matin de 7h à 9h dans la matinale justement présentée par Caroline Tronche. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur les antennes de TV Vendée.